Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le mouvement de révolte qui s'est déclenché il y a près d'une semaine maintenant dans les prisons françaises gagne peu à peu du terrain. Parti de Fleury-Mérogis puis de Bois d'Arcy, il a atteint aujourd'hui Douai, Rouen, Compiègne et surtout Fresnes. Fresnes où un prisonnier s'est tué ce matin en tombant du toit. Daniel Mariotti et Véronique Bonnet-Nora. 12h30 à la prison de Fresnes, parmi les insurgés sur le toit, un homme de 30 ans glisse sur une verrière et fait une chute de 10 mètres. Transporté en hélicoptère, il mourra en fin d'après-midi à l'hôpital Sainte-Anne des suites de ses blessures, un traumatisme crânien et des fractures multiples. C'est l'épilogue dramatique d'une agitation qui aura duré 2 heures au total, les forces de l'ordre finissant par déloger les mutins sans affrontement. L'affaire avait en réalité commencé dès hier soir par un chahut monstre à l'intérieur de la maison d'arrêt, le tout s'achevant par 3 cellules fracturées, 10 détenus au mitard et l'intervention de 50 CRS. On peut, dans ce contexte, s'interroger sur l'utilité d'avoir maintenu ce matin la fameuse promenade. Nous avons maintenu la promenade parce que c'est le seul moyen d'éviter que les choses ne dégénèrent encore davantage. On ne peut pas laisser les détenus dans leurs cellules pendant plusieurs jours sous peine de voir le mécontentement devenir beaucoup plus grave encore. En ce qui concerne la prison de Fresnes, est-ce que vous pensez, comme on le dit pour d'autres prisons, qu'il peut y avoir manipulation intérieure ou extérieure? À l'heure actuelle, aucun élément ne permet de l'affirmer avec certitude. L'hypothèse n'est pas exclue, mais aucun élément précis actuellement ne permet de l'affirmer. Cet après-midi, tandis que le calme revenait à Fresnes, la contagion atteignait de nombreuses prisons. À Paris, un bref chahut s'est produit en fin d'après-midi à la Santé où plusieurs dizaines de détenus ont frappé sur leurs portes avec leurs gamelles, mais la police n'a pas eu à intervenir. À Compiègne, 9 détenus sont à nouveau montés sur le toit pendant la promenade. Même scénario à la maison d'arrêt Bonne Nouvelle à Rouen où une quarantaine de détenus, très jeunes, de la section des mineurs, ont aussi profité de la promenade pour monter en force sur les toits. Enfin, au Havre, un détenu a été retrouvé pendu dans sa cellule ce soir. Cela porte donc à 3 le nombre des prisonniers disparus depuis le début de l'agitation dans les prisons, il y a 5 jours. À l'origine de ces troubles dans les prisons, le trop grand nombre des détenus, dont la moitié sont en attente de jugement, et dont beaucoup, parmi les autres, purgent des peines de faible durée. Ce problème n'est pas propre à la France, du reste. Tous nos voisins le partagent. Et certains, comme la Grande-Bretagne, y ont déjà apporté un remède. En juillet dernier, le gouvernement de Mme Thatcher a fait relâcher, par anticipation, plusieurs milliers de prisonniers coupables de petits délits. Et cette mesure, du reste, n'a pas soulevé la moindre polémique dans l'opinion publique britannique. Richard Tripot. Avec un ticket de train et quelques livres sterling en poche, ils rentrent chez eux. Ce sont des petits délinquants, auteurs de vols, d'escroqueries ou d'abus de boissons. Ils ont été condamnés à des courtes peines de prison et après 6 mois d'incarcération, ils ont demandé leur libération sur parole. Celle-ci leur a été accordée sous condition. S'ils récidivent, ils rejoindront immédiatement leur cellule pour terminer leur peine. Ce genre de demande ne pouvait être faite jadis qu'après 1 an d'emprisonnement. En juillet de l'année dernière, 2000 détenus d'Angleterre et du Pays de Galles ont profité de la mesure. Depuis, 100 à 250 petits délinquants bénéficient chaque semaine de ces libérations anticipées. En Grande-Bretagne, on indique bien que cette mesure est purement technique. Elle est seulement destinée à éviter le surpeuplement des prisons. Ce n'est donc pas réellement une orientation nouvelle de la politique pénitentiaire. D'ailleurs, la mesure n'avait été acceptée par les conservateurs que parce qu'elle s'accompagnait d'autres promesses, celle en particulier de punir plus sévèrement les gros délinquants et celle de construire de nouvelles prisons. En Nouvelle-Calédonie, après les incidents sanglants de mercredi, le calme est maintenant revenu à Nouméa, mais les indépendantistes modérés ont tiré une première conséquence politique de l'épisode de violence. Ils ont démissionné de l'Assemblée territoriale. Gérard Pinson. Quiconque débarquant aujourd'hui à Nouméa ne pouvait croire que la ville était hier à feu et à sang. Pourtant, à l'hôpital, 8 blessés par balle, 5 Européens et 3 Mélanésiens peuvent en témoigner. Quant aux morts de ce 8 mai, le jeune Mélanésien Célestin Zongo, 19 ans, ses camarades du lycée, plus de 300, toutes ethnies confondues, l'ont pleuré ce matin lors d'une marche silencieuse dans Nouméa. Ce sentiment de dégoût et de ras-le-bol des lycéens, on l'a ressenti également à l'Assemblée territoriale. Désormais, les 35 élus du RPCR siègent seuls. Les 7 élus du LKS, seuls indépendantistes à avoir pris part au scrutin de novembre dernier, ont démissionné aujourd'hui. Ils accusent le RPCR d'avoir organisé hier une véritable chasse aux Kanaks.
Ça se voit pas des choses pareilles à part l'Afrique du Sud ou la Pologne, je ne sais pas. Mais en tous les cas, on ne peut plus siéger avec des gens qui font de la violence à l'Assemblée. En Nouvelle-Calédonie, nous sommes déjà à demain matin. Décrétée journée de deuil par le FLNKS, ce vendredi est aussi le jour de l'arrivée à Nouméa du sous-marin nucléaire Ruby et du ministre Charles Hernu. Renforcer la présence militaire française tout en préconisant l'indépendance association, voilà bien le problème. Ronald Reagan achève sa tournée européenne avec le Portugal. Enfin, une étape calme après les embûches rencontrées à Bonn, à Madrid et à Strasbourg. Lisbonne reste aux yeux des Américains l'allié le plus sûr au sein de l'OTAN et c'est bien ce que Ronald Reagan a souligné tout à l'heure dans le discours qu'il adressait aux députés portugais. Du côté de Moscou, on répond avec fermeté aux cris d'alarme et d'alerte lancés par le président américain ces derniers jours. Hier, M. Gorbatchev répondait indirectement aux propositions de Ronald Reagan en dénonçant sa politique et en l'accusant de chercher la guerre. Aujourd'hui, une autre réponse plus concrète sous la forme d'une grande démonstration de force sur la place rouge à l'occasion du 40e anniversaire de la victoire commune sur l'Allemagne nazie. Memona Afedje-Interman. Impressionné, c'était le but de ces cérémonies. L'URSS, a dit Sergueï Sokolov, le ministre de la Défense, riposterait inévitablement à toute atteinte portée à sa sécurité et à celle de ses alliés. Le clou de la manifestation, pour la première fois, des missiles SS-21 ont été montrés. Les missiles SS-21 ont déjà été installés en Tchécoslovaquie et en Allemagne de l'Est. C'était par représailles à l'installation des fusées américaines Pershing et missiles Cruise à l'ouest, des engins qui devaient eux-mêmes répondre aux SS-20 déjà braqués sur l'Europe. Les missiles SS-21 sont des armes de champ de bataille d'une portée de 120 km. Autre nouveauté jamais exhibée en défilé, les chars T-64. Pour la première fois depuis l'invasion soviétique de l'Afghanistan, des ambassadeurs des pays membres de l'OTAN ont assisté au défilé, ceux de France, d'Italie, d'Espagne, de Grande-Bretagne. Ces cérémonies s'accompagnent d'un discours très dur. Hier, M. Gorbatchev a dénoncé, je cite, le militarisme américain et le revanchisme allemand. Au Liban, un calme précaire règne à Beyrouth. Plus d'accrochages ni de bombardements, mais les deux secteurs de la ville sont de nouveau totalement séparés. Et puis, à 30 km au sud de la capitale libanaise, on a découvert aujourd'hui un charnier dans une zone qui était sous le contrôle des forces libanaises jusqu'au mois dernier. Une quinzaine de cadavres mutilés ont été retrouvés. La mort des victimes remonterait à 6 mois environ. Et puis j'apprends à l'instant un accident qui vient de se produire en Suisse. 9 personnes ont été tuées et 2 autres blessées dans l'effondrement du toit de la piscine municipale d'Öster dans la région de Zurich. François Mitterrand minimise l'ampleur des divergences apparues entre la France et l'Allemagne au dernier sommet de Bonn. Il a expliqué à la presse aujourd'hui que les Allemands n'avaient pas encore vraiment souscrit à l'initiative américaine sur la guerre des étoiles, initiative que la France refuse. François Mitterrand, je vous le rappelle, doit rencontrer Helmut Kohl le 28 de ce mois. Valéry Giscard d'Estaing lance un pavé de plus dans la mare de la cohabitation. On savait déjà qu'il était pour, contrairement à Raymond Barre, et voilà qu'il en rajoute dans une longue interview qu'il vient de donner à l'Express. D'abord, il confirme que lui, il serait resté à l'Élysée si la gauche avait gagné les élections de 78, et qu'alors il se serait effacé devant le gouvernement. Quant aux prochaines législatives de 86, dans l'hypothèse où l'opposition les gagnerait et où François Mitterrand resterait à l'Élysée, eh bien M. Giscard d'Estaing ne refuserait pas alors de participer au pouvoir. Alors Michel nous dit cette querelle sur la cohabitation divise l'opposition, elle ne lui rend pas service. Alors comment peut-on expliquer que M. Giscard d'Estaing prenne cette initiative aujourd'hui ? Eh bien, peut-être par une hypothèse, c'est que M. Giscard d'Estaing n'est pas homme à accepter les placards dorés, surtout si c'est un ancien Premier ministre qui pousse fermement la porte de ce placard, car effectivement, tout est là. M. Giscard d'Estaing, à proprement parler, n'attaque pas, il contre-attaque sans cesse pour essayer de reconquérir un espace politique que M. Barre grignote chaque jour davantage. Et cette fois, malgré ses protestations unitaires, l'ancien président a poussé la contradiction aussi loin que possible. Non seulement il dit le contraire de M. Barre sur la cohabitation, on l'a vu, mais en plus, il n'exclut pas de la pratiquer lui-même.
Et pour faire mesure comble en quelque sorte, il affirme qu'en 1978, il aurait accepté cette règle du jeu à l'envers et par conséquent l'inauguration des chrysanthèmes. Certes, c'est plus facile à dire aujourd'hui que ce n'était facile à faire hier, mais surtout, cela démontre qu'il n'y a pas de tâche plus urgente pour M. Giscard d'Estaing que de tenter d'isoler le favori des sondages, celui qui, en quelques mois et presque sans coup fait rire, a mis la main sur une bonne partie de l'UDF et suscite même quelques vocations au RPR. Pour ce faire, M. Giscard d'Estaing prend tous les risques. Celui de l'alliance avec M. Chirac hier, celui de la division de la droite aujourd'hui, et bien sûr demain le risque majeur que M. Mitterrand tire les marrons du feu. Tous les risques donc, trop de risques, murmureront déjà demain les baristes. Alors justement, nous recevons ce soir l'un des hommes qui conseillait l'ancien président de la République à l'Élysée, Bernard Rideau, dont la spécialité est la communication, c'est-à-dire l'analyse de l'opinion publique. Bernard Rideau vient de publier aux éditions de la Table Ronde une étude intitulée « L'illusion du pouvoir », dans laquelle il montre que, pour tout puissant qu'il soit au terme de la Constitution, les présidents de la République ne peuvent rien lorsque l'opinion publique les abandonne. Alors justement, M. Rideau, à propos de l'initiative, à propos de l'interview que vient de donner Valéry Giscard d'Estaing à l'Express, quel impact vous pensez que cette position a sur l'opinion publique? Qu'est-ce que ça change à son image? Si vous voulez, est-ce qu'elle clarifie ou au contraire elle obscurcit le débat politique actuel? Moi je crois que les hommes politiques ont des calculs, bien sûr, et des responsabilités. Alors restons au niveau des responsabilités et mettons-nous dans l'optique de l'opinion. Lorsque les Français ont élu M. François Mitterrand, ils l'ont élu pour 7 ans. Voyez-vous, il y a une élection législative qui aura lieu l'année prochaine. Comment dire aux Français, vous savez, le président devra partir parce qu'il n'aura plus de légitimité. C'est quoi la légitimité? C'est un sondage, c'est un baromètre de confiance, c'est quoi? Alors, ou bien on dit, pour clarifier le débat, eh bien, réduisons le septennat et ramenons-le à 5 ans. Il y a déjà des lois qui ont été votées à l'Assemblée nationale et au Sénat dans ce sens. Il suffirait de réunir un congrès à Versailles ou un référendum. Ou bien alors, on respecte la Constitution. Mais je dis qu'il est dangereux de manipuler cette espèce d'assemblage d'articles, de pratiques qu'on appelle les institutions, parce que cela a un effet de déstabilisation sur un thème de grand consensus. On risque une implosion. Ce que vous dites dans ce livre, c'est que ça s'appelle l'illusion du pouvoir. Vous dites en fait que le pouvoir est une mauvaise chose pour ceux qui le pratiquent. Vous parlez du général de Gaulle, vous parlez de Georges Pompidou, vous parlez de Valéry Giscard d'Estaing et de François Mitterrand. Demain sur cette chaîne, on verra un portrait de François Mitterrand. Vous dites très clairement, finalement, quand on est au pouvoir, on ne sait pas trop ce que pensent les gens, et si on ne tient pas suffisamment compte des sondages, ayant posé ce que vous venez de poser sur les institutions, eh bien ça va mal. Ça allait mal au bout de quelques années pour Valéry Giscard d'Estaing dans l'opinion, ça va mal aujourd'hui pour François Mitterrand dans l'opinion. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le bon usage des sondages, à votre avis? Vous qui avez je crois que ça a duré 7 ans, pendant 7 ans vous étiez à l'Élysée, l'homme des sondages. C'est ça, puis je continue, si vous voulez, pour moi-même et pour écrire ce livre. Non, je crois que l'illusion du pouvoir, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire, d'une part, le président, qui met du temps à découvrir ce que représente le contre-pouvoir de l'opinion, et puis d'autre part, l'opinion qui voit, parce qu'on lui présente la chose ainsi, le président comme une espèce de monarque républicain absolu, pouvant vraiment faire tout ce qu'il veut, alors qu'en fait, l'opinion prend conscience peu à peu qu'elle a de l'influence sur lui. Voyez-vous? Qu'est-ce que vous appelez le contre-pouvoir de l'opinion? Pendant 7 ans, il ne se passait rien, quel que soit l'avis de l'opinion. C'est ce qui s'est passé sous le septennat précédent et sous le septennat actuel. Vous savez, tout régime n'est durable que s'il y a un contre-pouvoir, surtout lorsqu'il y a un pouvoir concentré et fort. Alors, regardons, l'Assemblée nationale, elle subit les ukases présidentielles. Elle se couche dès que le président veut ceci, veut cela. La presse, vous le savez, la presse d'opinion d'autrefois, d'avant-guerre, n'a plus ce rôle. Qu'est-ce qu'il y a dans le paysage du contre-pouvoir? Il y a l'opinion. L'opinion, les sondages, donc, parce que les sondages, ce n'est qu'un élément, c'est la façon que l'opinion a de s'exprimer. Le sondage compris comme soupape de la cocotte minute. Je ne crois pas, si vous voulez, que ce soit une soupape. Je crois que c'est une nécessité et c'est devenu d'ailleurs quelque chose qui tient au dialogue permanent. Dans votre livre, vous expliquez comment, dans certains cas, ils sont faits n'importe comment, ces sondages. Alors, vous ne pouvez tout de même pas considérer que ce qui est extraordinaire, ce qui est essentiel dans la vie politique, c'est le sondage. Vous expliquez que quand on pose une question d'une certaine façon ou d'une autre façon, on a des résultats complètement différents. Non, bien sûr qu'on peut décrire un certain nombre de manipulations, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 540 sondages qui sont publiés en France. C'est le record mondial. On ne peut pas manipuler 540 sondages. On en fabrique des faux de temps en temps, notamment à l'occasion de campagnes présidentielles. Je l'explique dans ce livre, etc. Mais c'est excessivement rare. Mais le dialogue entre l'opinion
et le pouvoir absolu représenté par le président de la République se fait désormais d'une façon institutionnalisée par le biais des sondages. Et ça, pendant 7 ans, vous n'avez pas pu le faire comprendre à Valéry Giscard d'Estaing. Vous savez, d'abord on apprend toujours, et puis deuxièmement la France change. Voyez-vous, ce qui était valable en 80 n'était moins valable en 70 et encore moins en 1960. Si par exemple il y avait eu des sondages pendant la guerre d'Algérie qui donnaient, si vous voulez, une espèce de soutien de la population au général de Gaulle de l'ordre de 80%, peut-être que la guerre d'Algérie n'aurait pas duré 4 ans. Il aurait pu s'appuyer sur l'opinion et aller plus vite. Alors, en un mot, et pour conclure, le bon président, c'est celui qui sait tenir compte des sondages, qui sait en user modérément, mais qui en tient compte. Non, le bon président, c'est celui qui mettra en accord la Constitution et sa pratique et son esprit avec les nécessités du temps. C'est-à-dire moins de contre-pouvoir dans l'opinion en restaurant le rôle de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et puis deuxièmement, je dirais peut-être par l'intermédiaire d'une élection proportionnelle, je disais que restaurer donc le rôle de l'Assemblée nationale, notamment peut-être par l'instillation d'un peu de proportionnel, je ne suis pas contre, mais deuxièmement, et à mon avis c'est l'élément fondamental, c'est de réduire le septennat et de le ramener à 5 ans, parce que 5 ans c'est gérable. Voyez-vous, pour finir, si le septennat était ramené à 5 ans, l'année prochaine il y aurait une élection présidentielle, il n'y aurait pas le débat sur la cohabitation. Et ce journal aurait été moins dense, on n'aurait pas eu la séquence précédente et la déclaration de Valéry Giscard d'Estaing. Bernard Rideau, je vous remercie. Je rappelle le titre de votre livre, L'illusion du pouvoir, publié à la Table Ronde. Avant d'aller à Cannes, comme chaque soir, un petit détour d'abord par la musique, avec un homme qui, justement, a écrit beaucoup de mélodies pour le cinéma. Son nom n'est peut-être pas très connu du grand public, et pourtant, Jean-Claude Vannier a signé des musiques, des chansons et des arrangements pour les plus grands. Julien Clerc, Hallyday, Vartan, Gainsbourg, Nougaro, et il y en a bien d'autres. Et puis, de temps en temps, il écrit aussi pour lui, et il chante. Et il le fait en ce moment à Paris, avant de partir en tournée en province. Jean-Louis Magalon nous le fait découvrir. 3-4, je descends les marches du studio où c'est très mollo. 9 du mat, pas frais, pas chaud pour faire mon numéro. Où les musicaux sont prêts pour le tricot. Un coup de latte sur le clavier du piano qui range leur revue porno. Ça se gâte, faut que je monte au créneau en avant les pipeaux. Allez papa, fais-nous un tube, un machin relief, un gros cube. Vas-y, crache-nous un petit tube, un truc qui soit ta pub. Allez papa, fais-nous un tube, allez bouge un peu ton gros cube. Vas-y, crache-nous un petit tube, papa, fais-nous un tube. L'inspiration, je n'y crois pas beaucoup. C'est nous. On se balade, je sais pas, tout le monde, on est tous pareils dans la rue, bon, on écoute des gens qui parlent et tout ça, on croit toujours qu'on va leur voler les choses, on peut pas, c'est pas possible, c'est nous, c'est en nous. La vie me demande pas mon avis. Ça bouille, ça plouffe et puis ça pince mes ligne de chance ou bien ligne de vie. Me donne pas signe de vie. Monter sur scène, pour moi, c'était presque un pari, une gageure, parce que comme je suis quelqu'un qui écrit, vous voyez, plus comme ça, penché sur son bureau, écrire la musique, écrire des paroles et des trucs, et bon, je me suis dit, ce serait vraiment bien. Et puis, en plus, de toute façon, il y a des choses que je dis dans mes chansons que je vois pas dans la bouche des autres, enfin. Ça bouille, ça plouffe et puis ça pince mes ligne de chance ou bien ligne de vie. Me donne pas signe de vie. Elle reprend son chapeau, ses gants, son rôle, et elle s'en va, alors je lui joue un petit truc pour la raccompagner. Jean-Claude Vannier. Le Festival de Cannes, donc, on est entré maintenant dans le vif de la compétition avec aujourd'hui un film qui représente l'Australie mais qui a été tourné par un Yougoslave, Dujan Makavejev. C'est lui qui avait fait Sweet Movie dans les années 70. Et cette fois, son film s'appelle Coca-Cola Kid, un titre assez joli. Henri Chapier, ça raconte quoi ce film? Eh bien, écoutez, c'est une extraordinaire mise en boîte
du système américain, de l'American Way of Life. Ça se passe en Australie. C'est l'histoire d'un jeune cadre super performant qui vient pour promouvoir, évidemment, cette boisson que vous connaissez bien. Et finalement, au bout des péripéties, il se passera qu'il ne pourra pas réduire un facteur très déterminant, l'enracinement des gens. L'enracinement des gens, leur singularité. Et je vous propose de voir le personnage clé de ce récit, un personnage tout à fait dans la lignée de Dusan Makaveyev. Regardez bien ce qui va suivre, c'est assez étonnant. This is your employer speaking. Most of you have been with McDowell Industries a good many years. I put a strong proposition to Coca-Cola. Now they are coming to me. Dusan, vous allez tout de suite nous dire qu'en pense Coca-Cola aux États-Unis. Bon, ils sont silencieux, ils n'ont pas réagi. Oui. Ben, ils restaient avec une arm's length, relation comme ça, mais je lui dis, bon, vous faites boisson gazée, je fais le cinéma, il n'y a pas de... Ils vous ont pas aidé, donc... non, ils n'ont pas aidé, ils n'ont pas aidé, mais ils ont envoyé beaucoup de lettres des avocats demandant l'exacte représentation de trademark. Coca-Cola avec petit R, avec... N'en parlons plus, dites-moi plutôt, est-ce que vous auriez pu faire ce film dans un État de l'Union, aux États-Unis? Peut-être, mais non, vraiment... Pourquoi l'Australie? Il y a eu raison, non, pour vous? L'Australie est un peu un pays vierge. C'est un pays comme États-Unis 1900. Avec beaucoup d'émigrés? Aussi avec beaucoup de gens qui sont là, qui sont isolés, qui sont très individualistes, qui sont très... bon, T. George McDowell, c'est un caractère, un personnage avec une ténacité, il est un réactionnaire sympa. Et pour moi, c'était quelque chose de Vous êtes la tendresse pour lui. Oui, oui. Vous attendez à un prix ou est-ce que vous considérez qu'à Cannes, les jeux sont faits? Quel est votre sentiment? Non, je ne pense pas que les jeux sont faits, mais bon, je suis content d'être ici. Merci Dusan Makaveyev. Je voudrais dire, pour conclure, que demain auront lieu les émeutes que l'on attend pour l'arrivée de Johnny Hallyday, Nathalie Baye et Jean-Luc Godard, dont on espère qu'on apercevra l'un ou l'autre avec nous demain soir. Entendu Henri, à demain. La bourse de Paris, toujours en pleine forme, les valeurs ont encore monté un petit peu, le dollar en revanche a baissé sérieusement aujourd'hui, 38 centimes. Regardons. Et oui, une fois encore, le dollar a surpris tout le monde en baissant fortement depuis mardi. Fermeture alternée des marchés, prise de bénéfices en cascade ont été défavorables aux billets verts. Même une déclaration de Paul Volcker a été jugée trop neutre. La chute paraît toutefois enrayée ce soir à New York. À Paris, le yo-yo du dollar a fini par presque annuler la prime de la devise titre, le relais obligatoire depuis 1981 pour acheter des valeurs étrangères. Mais cela n'a pas impressionné les actions françaises qui progressent toujours, modérément mais sûrement. À Wall Street, l'incertitude qui régnait sur les taux d'intérêt semble avoir été levée par la dernière adjudication des bons du Trésor. L'indice Dow Jones a brusquement grimpé à mi-séance, effaçant largement sa perte de la veille.
Le temps, eh bien, nous serons toujours demain à la recherche du printemps parce que tout continue. La pluie, plus abondante encore sur la moitié est, encore de la neige au-dessus de 1500 mètres sur les Pyrénées et partout ailleurs encore beaucoup de nuages et quelques timides éclaircies. Les températures seront toujours aussi basses pour la saison, pas plus de 11 degrés sur le nord et pas plus de 16 sur le midi. Demain soir, nous nous retrouverons à 22h25. Passez donc une excellente fin de soirée sur la 3. Et avant de vous quitter, je vous rappelle bien sûr les principales nouvelles de la journée. Bonsoir et à demain. Le mouvement de révolte prend de l'ampleur dans les prisons et commence à gagner la province. Valéry Giscard d'Estaing, candidat à la cohabitation, le débat repart dans l'opposition. Godard, roi de la croisette, demain avec Détective et les vrais débuts au cinéma de Johnny Hallyday.